Mon micro, super. Bonjour à tous. On va démarrer l'événement dans quelques minutes. Moi, je vais inviter sur scène César. Donc, tu as dû recevoir une invitation. N'hésite pas à te connecter dès que c'est bon. César. Et voilà. Salut, tu vas bien? Bonjour. Merci, merci d'être là. On va commencer l'événement. J'espère que c'est bon, ton deck est prêt. Je fais Je le le sens test. OK. Donc là, on devrait voir le Super. deuxième écran. Oh, c'est juste pour s'assurer que tout va bien quand on va démarrer. Là, ça devrait être bon. Impeccable. On voit tout. J'arrête pour l'instant. Hop. Super. Je le mettrai après. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de faire la présentation avec nous. Ça va être super intéressant. J'ai pu voir aussi ce dont tu vas parler en partie. Donc, j'ai une expérience personnelle aussi avec tout le conversationnel, les chatbots, tout ça. C'est bien. Désolé pour les personnes qui sont venues un peu trop tôt, mais je préfère démarrer l'événement un peu en avance, voilà, pour s'assurer que tout va bien. Bon, je pense qu'on va y aller quand même. Donc, merci à tous d'être là pour ce nouveau. Alors, c'est parfait, il y a les flèches en plus. Voilà. J'ai parlé à l'église. Merci à tous d'être là pour ce nouvel épisode du Bourbier. On est super content du coup d'accueillir aujourd'hui César, qui va se présenter, mais qui est actuellement Head of Product chez Cityscoot et qui a envie de nous partager une expérience qu'il a eue lorsqu'il était chez Accor Hotel. En tant que Head of Product aussi, si je me trompe pas. Bon, tu pourras nous en parler. Donc, comme d'habitude, le Bourbier, on est ici pour voilà, échanger autour des problématiques produits qui nous rassemblent tous finalement. Hein. C'est notre lot quotidien d'évoluer, je dirais, sous contrainte. L'idée ici, c'est de trouver des pistes et essayer de collectivement s'appuyer sur l'expérience de chacun pour que lorsque on sera confronté à cette situation, on puisse voilà, s'en tirer de la meilleure des manières. Donc, n'hésitez pas, c'est le format habituel. Toutes les 2 semaines, on essaye de faire au mieux, de 13 à 14 heures pour vous empêcher de déjeuner. Et puis, donc je vais laisser la parole à César pour que tu te présentes. Tu peux partager ton écran. Et puis,
Yes. Et si vous avez des questions, les participants, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions. C'est encore mieux. Ça me permet de pouvoir les trier aux autres participants, les augmenter ou les liker. Et puis sinon, dans le chat, ça fonctionne. Yes. Donc déjà, merci de m'avoir invité aussi. Enfin, ça fait toujours plaisir de partager. Donc effectivement, j'ai rejoint Cityscoot il y a 2 mois, donc en tant que Chief Product Officer. Donc c'est pour ça que je ne peux pas raconter d'anecdotes de Cityscoot. Ça fait pas assez longtemps pour avoir encore eu un cas de fail qui puisse être partagé. Par contre, j'en ai de mon passé. Donc effectivement, en discutant sur les potentiels sujets que je pouvais partager, il y avait un qui se prêtait plutôt bien de mon passé, du coup, chez Accor, où j'étais à la tête de la Product Innovation Factory, donc l'équipe justement qui développait ces nouveaux produits. Après, évidemment, enfin, je vous préviens déjà tout de suite, et l'histoire est romancée, mais vous sentirez mon côté espagnol parce que quand j'exagère certaines choses. Mais voilà, l'apprentissage est là, l'histoire est là, et j'espère que voilà, vous pourrez en tirer quelques apprentissages, quelques leçons, et surtout, j'essaierai de ne pas trop traîner dans la partie présentation pour justement vous donner plus lieu à l'échange et à vos questions et partager autour. Donc, si ça vous va, je commence. Et n'hésite pas, César, c'est normal si parfois je me permets de te poser quelques questions aussi. N'hésite pas, effectivement, je ne vois pas, donc… Super. Oui, pas de souci. Donc, du coup, je vais commencer par vous donner un peu le contexte, donc vous mettre un peu dans le bain de cette histoire. Après, vous présenter ce qu'on a fait et ce qui en est découlé et ce qui importe vraiment. Donc, pour vous mettre un peu dans le contexte, on va faire un petit saut dans le passé. Donc, on va aller en fin 2018. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le gros boom des speakers. C'était le lancement du Google Home en France. Plein d'articles de presse de partout. C'était vraiment le cadeau de Noël. Tout le monde voulait en avoir un. La pub était partout. Google Assistant qui s'installe à la maison. Alexa était déjà sorti, mais pas forcément en français. Donc, mais voilà, c'était vraiment la grosse explosion de ces nouveaux devices qui envahissaient nos maisons. En même temps, pareil, c'était le moment du gros hype autour de tout le conversationnel, de l'usage de la voix, des chatbots. Donc, on regardait toutes les études, toutes les différentes études de marché qui étaient réalisées. Il y avait des prévisions incroyables sur l'explosion de ces usages. Voilà les chiffres, justement, des études de 2016-2018. Ils prévoyaient déjà que la moitié de toutes les recherches de Google allaient être faites par la voix. Une explosion sur le nombre de bots disponibles sur des plateformes comme Messenger. Voilà, une explosion pareille dans le nombre de devices qui s'installaient dans les maisons et du coup de maisons qui seraient équipées de ce nouveau canal de communication. Voilà, c'était vraiment, quand on regarde ces courbes de hype, on était vraiment sur le pic. Je ne sais pas si on en est revenu vraiment de cette hype. Moi, les chatbots aussi, je l'ai vu il y a un moment donné. Je pense que tous les PM devaient avoir un chatbot. Après, il y a quand même de l'intérêt. Il y a quand même de l'intérêt à un petit widget. Le nom va m'échapper forcément, mais un petit widget sur son site histoire de faire du conversationnel, c'est intéressant. Mais c'est vrai que dans une logique, je dirais, customer success, quoi. C'est pas mal, ça peut dépanner, mais on a beaucoup parlé du conversationnel. Enfin, on pensait qu'à un moment donné, on allait sur Facebook parler à n'importe quelle boîte et puis pouvoir en fait faire sa vie et consommer. Moi, c'est ça qui m'a vraiment marqué de l'époque. Et en revanche, sur la voix, juste je précise, j'ai pas les chiffres exacts, vous me corrigerez le chat si je dis des bêtises, mais il me semble qu'Alexa a quand même bien percé aux États-Unis pour le coup. Oui. En France, peut-être un peu moins, mais Alexa, je crois qu'ils sont à 80 ou 60, les 75%, je crois qu'ils y sont aujourd'hui. Probablement. Après, effectivement, ils sont très agressifs sur les prix et ils proposent tout un écosystème auto. Donc, effectivement, c'est très vite le cadeau que tu ne sais pas, enfin, que tu donnes à quelqu'un que tu ne sais pas trop quoi offrir. Donc, oui, ils se sont très bien implantés, effectivement. Après, sur la question du hype, on pourra en discuter après. Moi, je pense que le hype est descendu. Là, on est vraiment un peu dans le creux où il y a une très grosse déception par rapport au chatbot. Et je ne sais pas personnellement, mais quand je vois un chatbot sur une page, c'est la dernière chose que je clique. Si je veux avoir de l'aide, par exemple. Donc, maintenant, justement, on est dans cette courbe qui remonte. Donc, on va vraiment trouver les bons usages
qui vont vraiment apporter de la valeur. Ce n'est pas simplement avoir un chatbot parce qu'il faut avoir un chatbot. C'est dans quel contexte je veux l'avoir, quel est le prix que je veux payer pour l'avoir. Quelque part, je sais que c'est une expérience qui va être potentiellement dégradée. Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je ne l'accepte pas? Est-ce que je mets systématiquement un humain derrière ou pas? Pour justement rattraper le pourcentage qui n'est pas négligeable de gens qui vont être frustrés de cet échange. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment dans cette deuxième partie, dans cette deuxième phase où on va vraiment asseoir un usage qui a un sens. Et la preuve, c'est pareil, on a tous Alexa et potentiellement, hein, et à la maison, l'usage qu'on fait est quand même assez limité. Enfin, moi, je le sais, c'est la météo, la musique et enfin, un peu de domotique, mais pas, voilà. Dans tous les cas, voilà. En 2018, c'était vraiment la grosse explosion, le gros hype. Donc, nous, évidemment, comme bonne équipe produit qui venait de se créer, très orientée justement dans ce côté innovation, on s'est dit, on va commencer par nos utilisateurs. C'est toujours le bon point de départ. Donc, on s'est dit, allez, on va lancer nos enquêtes, on va lancer nos focus group, nos entretiens, on va aller dans nos hôtels demander à nos clients. On était à fond dedans. Donc, toute l'équipe était sur le terrain en train de recueillir le plus d'informations possible de nos utilisateurs, de nos clients. Finalement, ce qu'on trouve, c'est ce qu'on pouvait s'attendre. Donc, les gens étaient totalement dans la vague. Bien sûr, ils venaient d'acheter ou prévoyaient d'acheter le petit gadget pour Noël. Ils voulaient absolument voir Accor, qui était leur marque bien aimée sur ce nouveau device. Évidemment, tout le monde était à fond sur la voix, en pensant que c'était vraiment le futur, qu'on allait vraiment parler à tous nos objets finalement. Et effectivement, quand on leur posait la question, qu'est-ce que vous voudrez que Accor fasse pour vous, justement sur ces nouveaux devices ou sur ce nouveau canal, la première chose qui vient à l'esprit, effectivement, c'est booker mon hôtel. Évidemment, c'est la première chose que tu fais quand tu penses à Accor. Je veux chercher mon hôtel. Donc, on s'était dit, allez, hop, on tient quelque chose de très bon là, on est à fond dedans. Donc, on y va. Je vous donne un peu plus de contexte sur ce qui était autour justement de cette équipe. César, excuse-moi, est-ce que tu peux revenir sur la slide précédente parce qu'il y a un sujet qui est ultra intéressant. Voilà, un PM, en fait, il a un type d'utilisateur et on doit le connaître de bout en bout. Il est amoureux de notre produit, nous, on est amoureux des utilisateurs, très bien. Moi, j'ai une question par rapport à l'hôtellerie. Tu as dit nos utilisateurs qui sont attachés à la marque Accor. Je voudrais savoir, est-ce que tu peux nous parler des spécificités justement de l'hôtellerie, parce qu'en fait, tu as un service, éventuellement, tu travailles sur l'optimisation de la résa et la réservation et tout ça, mais moi, par exemple, si je me prends moi comme persona, je suis quelqu'un, je suis pas attaché à une marque en particulier. En fait, je suis agnostique. Je vais aller éventuellement sur Booking, regarder Airbnb. Je vais surtout driver par rapport au prix souvent. Donc, c'est quoi un utilisateur Accor? Et voilà, comment est-ce que tu lui proposes la meilleure expérience possible? C'est un vrai point. Et effectivement, les plateformes génériques, donc les Booking, les Hotels.com et compagnie, lissent l'image de marque par rapport à un prix. Ce n'est pas forcément la stratégie que toute marque ou portfolio de marque comme Accor veut pousser, où tu veux fidéliser tes clients et proposer justement des services en plus vis-à-vis de ces clients qui reviennent. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent cette mise en place de programmes de fidélité avec des avantages, avec des points. C'est la même question pour les lignes de transport, pour les aériennes, par exemple. Effectivement, on peut être soit drivé par le prix, soit drivé par une expérience. Nous, justement, l'idée pour essayer de fidéliser ses clients, c'est d'essayer de créer des expériences qui fassent que les gens vont revenir vers ton service, même s'ils doivent payer un tout petit peu plus parce qu'ils s'y retrouvent. Parce qu'effectivement, la valeur qu'ils voient dans ton hôtel par rapport à quelqu'un d'autre est supérieure. Donc, quand on parle là, effectivement de ces clients Accor, il y a une base non négligeable de clients qui effectivement choisissent les marques d'Accor pour plusieurs raisons. Pour un niveau de qualité, pour une homogénéité aussi. Typiquement, quand on regarde nos hôtels Ibis, c'est une garantie de qualité minimale, par exemple. On va dans un Ibis, on sait qu'on va retrouver un standard. On peut l'aimer ou pas, mais c'est un standard et il va être toujours le même, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie, où qu'on aille. Ça peut être intéressant. Effectivement, si notre driver est le prix, je dirais, c'est pas qu'on n'est pas client d'accord, on va toujours, ils vont toujours, je ne sais plus c'est eux, ils vont toujours les accepter avec les bras grands ouverts. Mais effectivement, nous, la priorité toujours est d'aller vers les gens que tu sais qui reviennent vers toi, qui reviennent consciemment vers toi. Ok, donc des power users plutôt
les clients, carte fidélité ou programme fidélité Accor. D'accord. Exactement. En fait, c'est ces gens-là qui vont potentiellement utiliser des produits que tu vas créer, pas forcément ceux qui passent par Booking. Booking, au final, tout ce qu'ils utilisent, c'est un listing et un prix. Ouais. Donc, au final, c'est plus voilà, les gens qui sont attachés à ta marque, qui trouvent une valeur dans l'offre que tu proposes, qui vont bénéficier de tout ce que tu pourras créer pour eux. Et après, justement, ils vont peut-être idéalement parler bouche à oreille et ça va faire venir d'autres gens qui étaient plus agnostiques vers cette expérience enrichie. Ok. Merci pour la précision. Donc, du coup, pour vous donner encore un peu plus de contexte, comme dans presque toutes les grandes entreprises et pas si grandes, au final, il y a une recherche de ROI assez court-termiste dans presque tout ce qui est lancé. Donc, on avait, en tant qu'équipe, une pression assez forte de « OK, vous voulez lancer ça, mais combien ça me rapportait et quand ?» En fait, on veut que ça rapporte quelque chose assez vite. Sinon, vous ne faites pas. Donc, c'est un peu la complexité de ces équipes innovation où le ROI n'est pas si évident toujours, mais quand même, il nous est demandé très vite. On est une équipe très jeune qui venait vraiment de se créer il y a quelques mois. Donc, on est encore en train de se trouver notre façon de fonctionner et notre place dans cette organisation. On avait un gros partenaire avec Google. Comme vous pouvez vous en douter, Accor paye quand même pas mal d'argent à Google pour faire de la publicité. Donc, on a un fort partenaire avec eux. Et évidemment, vous pouvez vous en douter aussi que Google poussait énormément ses partenaires pour lancer des actions, des skills sur leur plateforme, parce qu'elle était quand même assez nue à la sortie. Et à ça, on rajoute justement dont je parlais avant, ce hype ultra gonflé autour du conversationnel. Donc, on s'est dit, voilà, il faut qu'on lance quelque chose, il faut qu'on trouve du ROI, et on va se lancer avec notre partenaire qui est Google. Donc, on a pris un peu de temps, on s'est dit, OK, analysons un peu l'expérience d'un utilisateur chez Accor. Donc, créons, c'est une vue ultra simplifiée, bien sûr, ce que je vous montre ici, mais en gros, il y a 3 grandes étapes dans le cycle de vie d'un utilisateur Accor. Il y a cette partie de recherche d'un hôtel et de réservation. Il y a la partie quand on est à l'hôtel. On peut créer aussi, justement, c'est cette expérience une fois qu'on est dans et qu'on vit la réservation. Et après, il y a évidemment ce qui se passe après. Donc, tout ce qui est customer care, after sales, etc. Dans chacune de ces étapes, on peut imaginer, et justement, c'est ce qu'on essayait de faire, imaginer ces nouveaux produits, ces nouvelles interactions conversationnelles qu'on pourrait créer pour apporter de la valeur. Donc, typiquement, on pense pour la partie de recherche à cette recherche vocale, rechercher avec la voix un hôtel, par exemple, des chatbots justement qui vont assister dans cette recherche. Après, pendant le séjour, on peut imaginer justement des chatbots ou des assistants qui vont nous aider à construire notre voyage, donc à nous proposer des activités dans le lieu où on va aller, par exemple, ou des services annexes. Par exemple, pareil, des moyens d'améliorer le contact avec l'hôtel. Typiquement, quand on pense à des populations qui ne parlent pas forcément très bien la langue locale, on peut proposer des interfaces justement qui font de la traduction simultanée pour améliorer, fluidifier cet échange avec le staff, avec les gens de l'hôtel lui-même. Pareil, après, juste tout ce qui est Customer Care, c'est évident, c'est les chatbots classiques pour demander de l'aide dans les pages d'aide. Pour la collecte aussi de l'information, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on prend ces données qui nous viennent des enquêtes, des questionnaires qui sont en fin de séjour, des notes sur les stores, et comment est-ce qu'on passe un peu de NLP, de Natural Language Processing, donc du machine learning ou de l'IA qui va comprendre ce qui est dit et extraire l'information pour que ce ne soit pas un humain qui se lise un par un tous les messages, mais qu'une machine puisse agréger toute cette information. Donc, toute cette possibilité était en face de nous. Évidemment, comme on avait cette grosse pression sur le ROI, on s'est dit, on va se lancer sur la recherche, sur le booking d'hôtel, puisque c'est là où, effectivement, le gain et le ROI est le plus facilement mesurable. C'est une personne qui finit son parcours, il achète une chambre, c'est clair que là, c'est évident qu'on a gagné tant. Tous les autres sujets, le ROI n'est pas si facile à mesurer. Typiquement, quand on pense à un chatbot qui va assister à l'enrichissement de la réservation est déjà faite. Donc, l'hôtel est déjà pris. Donc, potentiellement, le ROI est un peu plus difficile à trouver, même si on peut avoir des partenariats avec des services avec du revenue sharing, mais ce n'est pas si évident. Le Customer Care, voilà, c'est pareil, ça améliore l'expérience, mais en quoi, à quel moment on peut chiffrer ce gain d'expérience, c'est plus compliqué. Celui qui est vraiment facile, c'est le booking. Lui, voilà,
un booking de plus égale X euros de plus. C'est difficile effectivement. D'ailleurs, d'une manière générale aussi, si je fais toujours du sectoriel sur l'hôtellerie, c'est quoi les grandes métriques, pardon, souvent les grandes métriques que vous surveillez? Parce que je me dis, par exemple, tu disais Customer Care ou Loyalty Programme, est-ce qu'une métrique du style récurrence d'achat, si tu augmentes la récurrence de booking via Accor, est-ce qu'on peut pas considérer que c'est un client qui est revenu Clairement. Après, quand on lance des campagnes de pub sur Facebook, sur Instagram, sur le web, sur le site, laquelle a créé ce delta? Effectivement, oui, ça a un impact. Hein. Effectivement, c'est pour ça qu'on le fait. Mais c'est très difficile de mesurer quel est l'impact de cette récurrence grâce à un usage concret. Parce que tout est mélangé, en fait. Tout va participer à cette image de marque, à cette expérience, mais isoler l'effet d'un seul acteur est très compliqué. J'imagine. Okay. Donc voilà, on s'était dit, c'est bon, on tient le truc. Nos utilisateurs, en plus, ils nous le demandent. C'est facile de mesurer un ROI, donc on rentre très bien dans ce que nous demande l'entreprise. Donc on y va, on se lance. C'est là, hop, on arrive justement à ce qu'on a construit. Donc on était très fiers justement d'être parmi les 15 entreprises françaises qui s'étaient lancées justement, qui proposaient un skill ou une action, parce que c'est Google, ça s'appelle des actions, sur Google dès son lancement, donc en 2019. En début 2019, on avait proposé justement cette interface pour de la recherche d'hôtels, donc de laquelle on parlait avec l'assistant. On lui disait, je veux chercher un hôtel à Paris. L'assistant nous proposait les hôtels Accor qui répondaient à nos critères avec des choix d'options. Je voulais une piscine ou je voulais pouvoir amener mon chien. Voilà, c'était très, très, très conversationnel, justement, cette partie de je veux un hôtel. Je veux un hôtel et je vais finir mon parcours en achetant une chambre, ou en louant une chambre. On a mis tous nos moyens, évidemment. Donc, on a une petite équipe avec nos développeurs, nos designers. On s'est tous mis dessus. Voilà, on a passé plusieurs sprints à développer une solution qui était vraiment très peaufinée avec voilà, une UX conversationnelle qui vraiment allait dans le détail de ce design d'une expérience par la voix et par l'interaction. On a appris justement à utiliser toute cette plateforme conversationnelle de Google, Dialogflow. Donc, c'est toute l'intelligence que propose Google pour gérer ses flux et ses branchements de scénarios par rapport aux réponses que l'utilisateur va donner. On a même entraîné notre propre modèle de reconnaissance de langage. C'est important typiquement quand un utilisateur va poser une question type « je veux un hôtel à 3 », est-ce que c'est à 3 pour 3 personnes? Est-ce que c'est à 3 la ville de 3? Donc, ce genre de subtilités qui sont très propres à ton propre business, Google ne les a pas. Google, c'est un moteur générique. Lui, 3, 3, c'est probablement le chiffre 3. Alors que nous, dans notre contexte, s'il cherche un hôtel, le 3 est beaucoup plus probable d'être une ville que d'être un chiffre, par exemple. Donc ça, il faut l'entraîner particulièrement. Il faut créer justement ces modèles où il y a une personne qui passe beaucoup de temps justement à affiner la façon dont notre intelligence artificielle va réagir par rapport à ce qu'elle obtient comme input. Donc on avait créé justement cette intelligence propre à nous, qui n'existait pas, qui n'était pas sur étagère. Et tout ça, voilà, c'était vraiment un gros investissement, vous pouvez vous imaginer. Enfin, on partait de zéro, il n'y avait rien qui était fait, c'était même les débuts de cette plateforme. Donc, on a passé un temps conséquent. On se dit, OK, parfait, on crée quelque chose, il faut mettre tous les métriques nécessaires. Donc, on a mis toutes sortes de métriques pour mesurer aussi bien la performance technique. C'est là où on va typiquement mesurer le taux de compréhension, à quel point notre moteur comprenait ce que les gens nous disaient. On mettait en place justement, pareil, des temps de réponse, des temps de disponibilité. La qualité de nos réponses aussi, à quel point notre réponse était précise par rapport à ce que demandait vraiment l'utilisateur. Donc, vraiment très, très technique sur l'efficacité de cette solution, mais aussi beaucoup de métriques sur la satisfaction et sur l'expérience elle-même. Donc, pareil, à la fin de cet échange, on demandait toujours à l'utilisateur, est-ce que vous êtes satisfait? Enfin, est-ce que vous recommanderiez? On posait beaucoup de questions pour avoir ce feedback, pour savoir est-ce que ce qu'on est en train de créer vraiment apporte une valeur, apporte une satisfaction à notre client ou pas. On mesurait aussi le taux, l'usage et la récurrence de l'usage, surtout aussi. Est-ce que les gens reviennent? Donc, on a mis tout ça en place. On lance notre skill, notre action début 2019. On était à fond, on mesure tout, on surveille nos dashboards. Et bien sûr, une fois lancé… Miguel, est-ce que avant qu'on arrive au cœur du Yes. déjà,
Moi, j'ai une question et il y en a une autre en fait dans le chat. Déjà, combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez décidé de vous lancer dans la création de la solution de réservation et le lancement en Q1 2019? C'est la première question. Il y a eu plusieurs sprints de développement. Donc, effectivement, après, nos sprints étaient de 2 semaines. De mémoire, ça a dû durer 4, donc 2 mois de production. Et il faut compter tout le travail en amont de recherche utilisateur et voilà, de frame, enfin de cadrage de ce sujet. D'accord. Donc 2 mois De production. de production. Ah oui, d'accord. Ce que je trouve assez court finalement, De, quasi. pro- de production, c'est pour ça. Si on compte tout le temps qu'on a passé en amont, justement, pour aller voir nos utilisateurs, pour construire ces expériences sur des maquettes. Parce que c'est pareil, honnêtement, c'est à ce moment-là qu'on essayait justement de définir aussi nos méthodes et nos pratiques. On ne développe pas quelque chose sans avoir testé avant avec un utilisateur. Ouais. Du coup, pour tester, c'est avec des maquettes, c'est avec des Figma, des Miro, enfin, c'est tout ce qu'on puisse imaginer comme moyen pour obtenir le plus d'informations et être sûr que ce qu'on développe est correct. Donc, toute cette expérience conversationnelle que je vous montrais avant, ici, on avait testé avant sans faire du code, avec des personnes derrière qui répondaient à la place, par exemple. Ah, d'accord. Ça allait être exactement en fait ma question avant que je passe à une autre question du public. C'est quoi les spécificités d'une phase en fait, comment on fait du product management avec un outil conversationnel? Parce que on n'est pas forcément dans une logique. Tu vois, t'es à la voix, t'as pas forcément d'interface. Qu'est-ce que tu livres en fait précisément à l'utilisateur? Comment tu obtiens son feedback? Est-ce qu'il y a des bêta-testeurs? Voilà, toutes ces questions. Comment tu organises le product management quand tu as c'est pas un algorithme, enfin, mais c'est quasiment un algorithme ton produit en fait. Pas vraiment. En fait, il y a une partie qui est algorithmique, mais d'ailleurs, c'est même pas nous qui le faisons, en très grosse partie, c'est Google. Mais en fait, c'est une question d'expérience au final. Et que ce soit à travers un dialogue, à travers un site web ou à travers une app, on revient toujours à cette expérience, à cette valeur que tu veux créer pour l'utilisateur. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément une méthode différente pour faire un produit conversationnel que pour un produit quelconque autre, au final. Il y a 2 phases dans le product management. Il y a le product discovery et le product delivery. La partie discovery, c'est toute cette partie de recherche utilisateur et qui est très orientée justement sur des process de design thinking, où on va aller chercher justement l'utilisateur, le besoin et créer des expériences et des potentielles solutions techniques qui peuvent améliorer cette expérience et créer des tests et des prototypes pour les valider ou les rejeter, en gros. Et là, effectivement, il n'y a pas de code normalement, enfin, ou le moins possible. Et c'est là où on fait beaucoup de maquettes, on fait beaucoup de tests avec en magicien d'Oz. En fait, on va simuler un comportement alors qu'en fait, il n'y a rien derrière. Moi, je disais toujours, nos premiers tests pour des chatbots, en fait, c'était un mec de l'équipe qui était derrière qui répondait. C'est ça que tu appelles une maquette, c'est vraiment la capture d'écran de à quoi ressemblerait la conversation? Une maquette, enfin, elle peut avoir plusieurs niveaux. Il y a des maquettes non interactives et des maquettes interactives. Un premier niveau, effectivement, quand tu vas créer tes story maps, c'est avec des maquettes non interactives où tu vas créer ce parcours, quand tu designs ce parcours pour l'utilisateur. Après, l'idéal, c'est de le tester. Et quand tu veux le tester, tu peux créer des maquettes interactives. Tous les outils de design UX et UI permettent de le faire aujourd'hui. Oui, des photos. Exactement. Donc, on peut créer des enchaînements d'images qui simulent une application réelle, même si effectivement, il n'y a pas forcément de code derrière. Et c'est ce que je disais. Et l'avantage du conversationnel, c'est qu'on peut faire beaucoup, en fait, en magicien d'Oz. Magicien d'Oz, c'est la technique. Enfin, c'est comme pour le film, en fait. Tu donnes un front ou un affichage de ton produit, mais en fait, derrière, il n'y a rien. C'est un humain qui fait le travail. Ouais. Donc, en gros, effectivement, notre première maquette conversationnelle, c'était quelqu'un qui avait un micro de l'autre côté et qui répondait à l'utilisateur. Mais on voulait tester si le parcours, l'enchaînement et la discussion qu'on avait créé avait du sens pour l'utilisateur. Ok, super clair. Et effectivement, le produit design cette interaction, design cette expérience, design cet échange. Après, l'algorithme, effectivement, l'algorithme de Google va faire en sorte de comprendre la voix en tant que signal sonore, le transformer en texte et d'extraire du texte les intentions et les informations. Mais c'est totalement presque à part de l'expérience que tu as voulu créer. Ouais. Ok. J'ai une petite question du public. La recherche vocale se faisait depuis la recherche Google ou depuis le site Accor? Là, dans ce cas, c'était vraiment un skill Google Home. Donc, en fait, ça se faisait depuis le device.
Ouais. ou depuis le téléphone, parce qu'effectivement, Google n'a pas forcément fait de différence et on peut lancer depuis le téléphone, mais c'était pas depuis le site. Ouais, Ceci, c'est c'était vraiment un Google. usage pour le lancement de Google Home en France. Donc, Ok. c'était ces deux appareils-là qui étaient lancés à l'époque. Il n'y avait pas encore ceux avec écran. Et c'était vraiment attaché à ça. Donc, en fait, on disait, OK, Google, je veux parler avec Accor. Et là, on commençait notre expérience. Et toujours une autre question par rapport aux réponses de Google. À quoi ressemble la métrique accuracy des replies? C'est-à-dire, comment est-ce que tu juges que effectivement la réponse, entre 3 et 3, comme tu disais, elle a été satisfaisante pour l'utilisateur? Alors, il y a deux métriques à ça. Google propose et fournit lui-même par rapport à sa plateforme une mesure du taux de compréhension, comprehension rate. Et ça, en fait, il le déduit par rapport aux corrections que tu fais toi-même quand il te présente les réponses qu'il a données. Et c'est là où on vient justement à cette personne qui était en charge de l'entraînement de ce modèle. Il y avait une personne qui prenait des échantillons constamment des conversations et qui notait si la réponse fournie par notre système et par Google était bonne ou pas. C'est le seul moyen, en fait. La machine, elle ne sait pas si elle s'est trompée ou pas. C'est un humain qui doit lui dire si elle s'est trompée ou pas. Donc c'est Donc, manuel et on fait un ratio, un pourcentage. exactement. C'est manuel, c'est des statistiques. Donc, effectivement, on prend un échantillon suffisamment représentatif et aléatoire pour que les résultats soient bons. Et sur ça, on va noter et on va améliorer. Après, l'avantage, justement, c'est que ces algorithmes s'améliorent au fur et à mesure. Donc, plus tu lui donnes d'informations sur ce qu'il a fait mal, moins il le fera mal. Ok. Donc, effectivement, le taux de compréhension, c'est typiquement une mesure qui commence assez bas ou assez faible, sur du 70% ou 60%. Donc, en gros, il ne comprend pas grand-chose. Et au fur et à mesure qu'on l'entraîne, il arrive à des taux très acceptables de 85-90%. En gros, 9 fois sur 10, il comprend très bien ce que tu lui as demandé. D'accord. D'ailleurs, une métrique, donc tu dis 60%, c'est pas une métrique satisfaisante. Clairement pas. Enfin, le standard du marché, c'est du 85. C'est 85 le standard. Ok, super. Oui, clairement. Enfin, aujourd'hui, si ton produit conventionnel n'arrive pas à du 85, tu es vraiment derrière Ouais. Ok. de ce qui peut se faire, clairement. Autre question, mais là technique, je pense qu'il y a des intéressés. Pas possible d'extraire automatiquement le nombre de corrections. Je Enfin, n'ai c'est pas une... compris cette question. Bah, moi non plus. Alors, est-il possible d'extraire automatiquement le nombre de... J'imagine le nombre de corrections qui ont été faites, toujours par rapport au taux d'accuracy, là. Si c'est vous qui corrigez et qui dites là c'était pas satisfaisant, là c'est satisfaisant, est-ce que on peut récupérer automatiquement ce... Oui, bien sûr. En fait, il faut comprendre. Enfin, c'est les modèles de conventionnels, c'est des modèles de machine learning derrière. Donc, en gros, il y a une liste d'apprentissage, donc de cas qui sont utilisés pour apprendre le modèle à comment il doit réagir à une chose ou à une autre. Donc, en gros, effectivement, on peut l'imaginer comme un grand Excel avec des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de lignes dans lesquelles on a une entrée de ce que lui, il a compris et une correction qu'on donne nous. Donc, oui, c'est une liste, en fait. Et au fur et à mesure que ce fichier s'enrichit, en fait, on réduit le nombre de cas dans lesquels un utilisateur va demander quelque chose et le système va se tromper parce que comme on lui a dit qu'il fallait faire autre chose, il va faire la bonne chose. C'est un peu plus complexe que ça, hein, mais il faut le voir comme ça. Pour entraîner les modèles de machine learning, il y a toujours un set de données qui est utilisé pour l'entraînement. Et plus on a de données, plus le modèle sera fin et sera précis. Donc, effectivement, quand on commence, on a très peu de données parce qu'on utilise justement des modèles génériques qui ne sont pas forcément propres à l'hôtellerie. Plus on avance dans le temps et plus on a des interactions, plus on a des échecs et donc des bonnes données qui s'adaptent à ce que nos utilisateurs demandent pour notre usage. Ok. Très clair. Bah, je te remercie, je te laisse avancer sur du coup le Du post. coup, comme je disais, lancement en début d'année et gros flop. Après, voilà, j'exagère un peu, mais quand même, je pense qu'on pouvait passer les premiers 2 mois où il y avait quand même un peu pareil, le hype du lancement, où il y avait beaucoup d'usages, je pense, de tous les utilisateurs qui avaient entendu parler de nous-mêmes, de nos familles, parce qu'on en parlait à tout le monde autour de nous. Passer ce mois et demi de premiers usages, je pense qu'on pouvait compter avec les doigts des deux mains le nombre d'utilisateurs par jour. Donc, pas top. Pas top quand on mesure justement, on a ces mesures de récurrence. On se dit, bon, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. On a quand même maintenu le test pendant quelques mois pour se dire, bon, enfin, est-ce que c'est saisonnier ou pas? Finalement, on a débranché. Et ça a du sens, effectivement, quand on est allé voir à nouveau nos utilisateurs pour leur demander, mais
comment ça se fait que vous nous demandiez d'avoir ça et finalement vous ne l'utilisez pas? La réponse était évidente. Et effectivement, en y pensant, c'est juste basique. Les gens ils nous disent, quand on cherche un hôtel, en fait, on veut des images. Et c'est tellement vrai, oui, effectivement. Donc, nous, on avait proposé une expérience qui était super parce que les gens étaient dans le hype, le mouvement du conventionnel, mais au final, le critère principal qui fait que tu choisis un hôtel ou un autre au-delà du prix, c'est les images. Ouais. Et ils nous disaient, c'est pareil. Au final, quand j'ai une liste de 10 hôtels possibles, ça devient très vite chiant de l'entendre, alors que sur une table, ça passe très bien. On te donne une table, une liste, tu déroules, tu prends 10 secondes, tu as vu tes 10 hôtels. Alors que si je dois te le raconter, c'est je vais à un hôtel à Paris. Très bien, voici vos options. Option 1, le Mercure Paris Tour Eiffel. Option 2, le Novotel Montparnasse. Option 3, au bout de la 10e, tu ne te souviens même plus de quelle était la première. Donc voilà, tous ces points font que c'est certainement pas ce qu'on avait prévu comme usage. Il y a eu beaucoup de mises en question, vous pouvez vous en douter. Mais ce qui est important, et c'est là où justement… César, oui. Si tu me permets, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tu as fait une phase de discovery en amont. Oui. Comment expliques-tu que tes utilisateurs Accor n'aient pas fait ce retour plus tôt, en fait? Te dire dès le début, t'es sympa avec avec ton voice, mais je veux des images. Typiquement, le hype. Ils étaient trop pris par la nouveauté de ces devices qu'ils n'ont pas forcément pensé à un usage récurrent ou à une utilité au-delà du c'est cool. Mais cette question se pose toujours. C'est vraiment ce rôle du product manager qui va au-delà du recueil de besoins. Et c'est ce que disait Henry Ford au final. Si j'avais demandé à mes clients qu'est-ce qu'ils voudraient, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. Effectivement, c'est parfois le client ne sait pas ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, mais il faut aller un peu au-delà de ce qu'il dit qu'il veut et comprendre son besoin pour potentiellement proposer quelque chose qui l'adresse vraiment dans son ensemble. Là, ils étaient tellement pris par je pense, mais comme tous, par la nouveauté de ce device, par la pub qui était bombardée partout, qu'ils n'ont pas même pas pensé au fait que, non, tu l'utilises une fois, c'est chouette, tu le montres à ton conjoint, à ton fils, ta mère ou qui tu veux, mais tu ne l'utilises pas 2 fois. Parce que c'est juste chiant. Intéressant. Mais effectivement, justement, c'est dans les conclusions, ça permet aussi de prendre un peu de recul par rapport à ces données qu'on obtient de la recherche. Et c'est aussi, encore une fois, c'est ce rôle de product manager. Les données sont bien, mais il faut prendre du recul par rapport à ces données. Il faut savoir bien les interpréter et surtout avoir toujours un pas en avance sur l'expérience finale. Et effectivement, l'expérience finale dans la recherche d'un hôtel passe par les images. La question se repose aujourd'hui typiquement avec les nouveaux devices qui ont des écrans. On pourrait se reposer la question. Après, je ne sais pas si cela reposeront, mais je ne suis plus là-bas. Mais en tous les cas, c'est à l'époque où il n'y avait pas d'image, où il n'y avait qu'un micro et un haut-parleur. La recherche d'hôtel n'était potentiellement pas le meilleur use case. Moi, j'ai peut-être une question additionnelle, mais Oui. vraiment, petit aparté, après je te laisse avancer. Mais je me dis, dans un secteur comme l'hôtellerie, le côté expérientiel, j'imagine que ça domine tout, en fait. Enfin, ça drive tout. Vous êtes dans le métier par excellence du service. Est-ce qu'il n'y a pas, dans la recherche, un responsable expérience, je sais même pas ce serait quoi le terme, mais UX, experience researcher, quelque chose comme ça, qui aurait pu lever l'alerte, ou il n'y a pas quelqu'un qui est responsable en fait de s'assurer que les clients Accor aient la meilleure expérience de bout en bout? Certainement. Dans un grand groupe justement comme Accor, il y a tout un département UX en plus. Mais pareil, c'est des départements qui se créent aussi. Il faut penser que ça fait 10 ans qu'ils existent. Ils existent et se structurent justement avec tous ces apprentissages au final. Donc après, il faut comprendre aussi quelque chose, c'est que l'expérience Accor, elle existe déjà. Il y a des gens effectivement qui traitent cette expérience, mais cette expérience, elle est sur le site, sur l'app et sur les outils existants. Notre équipe, du coup, qui était de l'innovation produit, sortait un peu de cette expérience. En fait, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas trop rentrer dans l'existant ou dans la valeur Accor actuelle, parce qu'on prévoyait ce qui potentiellement pouvait venir demain et qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, quand on pose ce conversationnel, c'était vraiment se dire, est-ce que la voix ou cette nouvelle façon d'interagir est le nouveau mobile, au final? Comme le mobile quand il est arrivé versus le web, comme le web est arrivé versus les call centers.
Est-ce que ce n'est pas le nouveau canal sur lequel toute la société va basculer? Parce qu'aujourd'hui, moi, je me rends compte même personnellement. Enfin, je me rappelle, il y a 10 ans, j'envisageais même pas de rentrer sur ma banque avec le téléphone. Aujourd'hui, je pense que ça fait des années que je ne rentre pas sur le site web, par exemple. Donc, même la société, elle évolue aussi. Donc, est-ce que la voix va être le nouveau canal de préférence des utilisateurs ou pas? On ne sait pas. Donc, effectivement, ce n'est pas le designer de l'expérience globale Accor qui va se poser cette question, parce que lui, il gère l'expérience actuelle. Donc, ça, nous, on avait nos propres UX. Par contre, là où c'était biaisé, c'est que c'était des UX experts aussi en conversationnel. Donc, quand tu demandes à un fournisseur de marteau comment on résout un problème, c'est avec son marteau. Ok, super clair. Merci, intéressant. Et du coup, et c'est là où j'en reviens à la partie importante, malgré ce flop, ce qui compte, c'est ce qu'on a en tiré. Et au final, c'est ce qui a fait vivre l'équipe et ce qui a servi dans le futur. Donc, quand on pense justement à cette façon de développer qu'on a eue, où on s'est très vite lancé sur un développement assez lourd, au final, avec beaucoup de ressources, on s'est dit, peut-être que ce n'était pas la bonne façon de le faire. Peut-être que, typiquement, on aurait pu faire un truc beaucoup plus simple, beaucoup moins étoffé, beaucoup moins poussé, avec beaucoup moins de ressources, et se rendre compte que ça faisait un flop beaucoup plus tôt. Donc, ça nous a permis aussi de nous organiser l'équipe en dual track. Donc, en gros, diviser l'équipe en deux. Une qui faisait vraiment tout ce qui était pilote et recherche très vite. Le but était d'aller vraiment très vite. Et une deuxième qui faisait les choses un peu plus peaufinées. Donc, où on cherchait vraiment la valeur dans l'expérience, dans les petits détails. Mais il ne fallait surtout pas commencer à chercher à travailler sur du wording alors qu'on n'était même pas sûr que l'utilisateur l'utilisait. Typiquement, tout le temps qu'on avait passé sur du UX dans la formulation, ou dans le ton de la voix, dans la personnalité de notre assistant, on n'aurait pas dû le passer aussi vite, par exemple. C'est pas qu'on n'aurait pas dû le passer, c'est que potentiellement pour cette première version, pour se rendre compte que ça ne marchait pas, on aurait pu s'en passer. Donc ça nous a permis aussi de construire cette mentalité aussi et cette façon de travailler en 2 temps. Un très rapide et une plus dans la qualité, une plus sur la vitesse, une sur le qualitatif. Donc ça a permis vraiment de construire une méthodologie de travail. Quand on pense à tout le travail qu'on a fait justement autour de Dialogflow, donc de l'outil de compréhension de Google, c'est devenu la plateforme centrale pour tout ce qu'on a développé après autour du conversationnel. Donc, on n'a pas jeté à la poubelle tout le travail qu'on a fait, tout l'apprentissage sur l'outil. Donc, c'est quelque part, OK, on s'est raté là-dessus, mais tous les autres sujets que je vous mentionnais avant, ça a très bien marché, en fait. Et du coup, on avait déjà cette expérience acquérie sur comment s'en servir de ces nouvelles technologies proposées par Google. Tout ce qu'on avait entraîné de spécifique, vous vous souvenez que je vous disais pour l'exemple de 3, ça nous a servi justement pour construire ce modèle de reconnaissance beaucoup plus fin pour la recherche vocale qui est intégrée dans l'app. Dans l'app d'Accor Hotel, on pouvait chercher avec la voix le nom de l'hôtel, par exemple. Tout cet entraînement, ça n'a pas été jeté à la poubelle et ça a été réutilisé complètement justement pour cet usage beaucoup plus restreint parce que l'application ne te proposait pas une conversation, c'était simplement pour de la recherche. Mais en tout cas, on a amélioré très considérablement cette capacité à reconnaître ce que nos clients nous demandent à nous dans notre contexte, par exemple. Et du coup, la dernière aussi, c'est apprendre et nous asseoir aussi en tant qu'équipe innovation, équipe produit et dans notre démarche agile pour dire peut-être que le choix qu'on s'était dit de prendre le sujet avec le plus de ROI le plus rapide n'était pas le bon. Donc peut-être que ce n'est pas ce choix qu'il faut faire pour les prochains. Pour peut-être chercher plus de la valeur ailleurs et plus de la valeur intangible et vraiment asseoir notre rôle en tant qu'expert en nouvelles expériences auprès de la direction et auprès du top management pour leur dire peut-être, voilà, c'est peut-être pas ça qui va rapporter le plus d'argent, mais c'est ça qui rapporte la meilleure expérience, où il y a le plus de potentiel d'améliorer notre image et notre expérience au final pour l'utilisateur. Même si ce n'est pas des euros qui sont clairs derrière, voilà, au moins, on pouvait prendre plus ce recul, on s'est donné plus le droit de prendre ce recul vis-à-vis des pressions qu'on pouvait avoir de tout l'écosystème. En fait, j'ai une question aussi que je vais te poser du public, mais ce qui est intéressant et ce qui ressort, c'est que c'est pas tant la hype, c'est surtout un choix stratégique d'accord de pas être Kodak en fait, de pas se faire dépasser. C'est vrai que maintenant que tu redonnes les éléments de contexte, on sait pas où va aller le conversationnel, donc en fait, mieux vaut y aller. Donc maintenant, la question, elle est, est-ce qu'on y va à faible coût en mode MVP ou est-ce qu'on met le paquet d'un coup avec les trompettes et le partenariat Google quoi. Et la question, par contre,
Enfin, je pense que du coup, c'était quand même rationnel. Après, donc une des questions, c'est comment on fait pour distinguer la hype. Donc, parce que, en l'occurrence, c'est vrai que c'est un phénomène nouveau, on ne sait pas où ça va aller, mais il y a un facteur hype potentiel. Donc, comment on essaie de distinguer ça en tant que PM? Et est-ce que voilà, tu as un retour d'expérience après tout ça à nous Oui. partager, quoi? En fait, les sujets de hype, on les connaît et on sait à peu près où ils sont à chaque fois. C'est le même cas. J'ai dans la tête le cas de la blockchain, par exemple. Bah, Par exemple, on t'écoute. je me rappelle, à l'époque, j'étais chez Total, donc c'était le gros pic du hype blockchain. Tout le monde devait faire de la blockchain pour tout et n'importe quoi. Effectivement, on sent quand le marché est en train d'exploser sur quelque chose, quand tu vois que tout le monde veut se lancer sur cet usage. Il faut être prudent. C'est pas forcément prudent ne veut pas forcément dire ne pas y aller. Et c'est là où je dis toujours, le process de passage d'innovation à produit est compliqué. C'est pas quelque chose de linéaire, c'est pas quelque chose de continu. Il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup d'écueils qui sont possibles, et il y a beaucoup d'étapes pour passer de la partie où c'est vraiment de l'innovation, c'est vraiment de l'idéation, où c'est en fait l'incertitude est gigantesque, mais le coût est très faible, au moment où on crée un produit et du coup on peut prétendre avoir des bénéfices. Et là, du coup, l'incertitude doit être presque nulle, mais par contre, les coûts explosent parce que là, il faut produire, là, il faut mettre beaucoup de ressources. Et au final, moi, ce que je dis toujours, c'est l'innovation de produit et la partie surtout de product design, donc celle qui va en amont du delivery, doit jouer dans cette partie amont, dans la frugalité, de dire, OK, comment est-ce que je peux tester le plus possible en dépensant le moins possible? Comment est-ce que je peux obtenir le plus d'informations possible? Pour dérisquer, en fait, pour réduire cette incertitude qui est inhérente au début et obtenir le plus d'informations qui va me garantir, enfin, ou m'assurer le plus de probabilité de succès. Après, pour tout ce qui est hype, il faut juste être prudent et vraiment et très vite être sûr que ce qu'on produit est soutenable, en fait, et il peut vivre par lui-même. Si on doit constamment être en train de mettre de l'argent pour maintenir une techno ou un usage, c'est que c'est probablement pas le moment. Je ne dis pas que c'est la bonne techno, parce que ça peut l'être dans 5 ans, mais ce n'est pas le moment. Du coup, un rôle justement de product owner quand ils vont faire cette partie de discovery d'exploration, c'est de dire cette techno, cet usage, ce buzzword qu'il y a en ce moment, je le teste, parce qu'il faut le tester. C'est la seule façon d'avoir des vrais retours, parce que ce que te racontent les autres n'est pas forcément vrai dans ton contexte, dans ton entreprise, avec tes utilisateurs. Donc, il faut le tester. Il faut réduire les coûts au plus possible pour avoir le plus d'informations. Et à partir de là, décider, est-ce que c'est une bonne techno ou pas? Est-ce que c'est une bonne techno ou pas maintenant? Parce que souvent, cette question-là, c'est le maintenant qui fait la différence. La blockchain, c'est une super technologie. Après, voilà, il faut comprendre pourquoi on l'utilise. Et ça, c'est en le faisant, c'est en la mettant en place et en disant, OK, déjà, allons voir les experts pour comprendre comment ça marche, quels sont les enjeux, quels sont les besoins. Analysons mon contexte et mon environnement pour voir s'il y a un set de conditions qui font que ça a un sens de le lancer. Testons un petit truc vraiment très isolé et voyons si ce test isolé se soutient lui-même. Souvent, ce n'est pas le cas. Hein. C'est pour ça que je dis, en général, l'innovation, au début, il faut mettre plus d'argent que ce qu'on reçoit et c'est plus un investissement à moyen long terme. Mais quand on a des sujets de hype, il faut réduire ça, effectivement dire, est-ce que je peux lancer quelque chose qui ne me coûte pas grand-chose? Donc, il peut vivre en its own pendant un petit moment. Si on n'arrive pas depuis le début, ce n'est pas le moment. Il faut attendre. Clairement. Et le conversationnel, c'est clairement le cas. Typiquement, même aujourd'hui, l'usage par la voix n'est pas encore si développé, surtout en Europe, hein, parce que dans certains pays, typiquement dans l'Asie, ça explose. Enfin, l'usage est beaucoup plus répandu, mais pour d'autres raisons aussi. C'est typiquement dans beaucoup de pays asiatiques, en fait, vous savez, quand ils doivent taper avec les claviers, c'est en phonétique, parce que notre clavier n'est pas adapté à leur langage. Donc, en fait, pour eux, la voix, c'est vraiment un gain. Par exemple, pour nous, pas forcément. Moi, je ne suis pas sûr que je vais parler ou dialoguer beaucoup plus vite que je vais écrire. Ou le temps que je vais passer à comprendre comment je dois lui dire la chose, en fait, je le tape. Enfin, la recherche Google, personnellement, j'en fais presque jamais par la voix, par exemple. Parce que je mets plus de temps à sortir, appuyer le bouton qu'à vraiment taper le mot. Mais dans d'autres contextes, dans d'autres utilisateurs, dans d'autres cultures, ce n'est pas le cas, par exemple. Et ça, c'est que le temps et l'augmentation des usages, malheureusement, qui peut nous dire Exactement. si on veut surfer sur la vague. Ouais.
Par contre, le hype, effectivement, il faut le tester. Il faut très vite dire, est-ce que c'est un potentiel, oui ou non? Et si c'est un potentiel, est-ce que c'est maintenant ou il faut attendre? Et le pire, c'est qu'en fait, tu l'as déjà fait finalement, sauf que tu l'as fait en parallèle de ta production, mais tu as déjà eu la notion de il y a quelqu'un qui va répondre manuellement. Oui, Personne, en fait, ça aurait pu être, on va dire, une approche jusqu'à ce qu'il y ait tellement d'utilisation exactement. que ce soit plus soutenable. Exactement. On aurait pu mettre, oui, enfin, prendre 10 personnes qui répondaient en presque temps réel et voir si les gens revenaient. Oui. Mm. C'est exactement ce genre de démarche voilà, qu'il faut bien mettre en amont. Ce que je dis toujours, hein, enfin, il faut dérisquer le plus possible avant de commencer à développer. Parce qu'il Mm. coûte vraiment le plus cher, en fait, c'est le développement. Ouais. C'est quand tu commences à coder, c'est là où tu commences vraiment à, voilà, à payer le prix fort et surtout à créer une récurrence dans les coûts. Parce que tout ce que tu développes, il faut le maintenir aussi. Ouais. Ok, Voilà. merci, c'est clair. C'est gros la fin. C'est le message, c'est effectivement, c'est OK de se tromper, mais surtout, il faut apprendre. Et ça, c'est ça que je dis toujours, c'est même si c'est un fail, au final, ça a donné lieu à l'équipe professionnelle qui a été construite justement après. Ça a pu alimenter justement toutes ces nouveaux usages dans les autres produits qui pouvaient de loin ou de proche utiliser tout ce qu'on avait développé. Donc, encore une fois, il faut juste être sûr que quand on teste quelque chose et quand on se trompe, on apprend. C'est que quand on n'apprend pas, ou vraiment là, on a perdu de l'argent, du temps et de l'effort. Merci pour ce mot de la fin. Et c'était passionnant. Merci beaucoup, César. Je ne sais pas s'il y a encore des questions du public. On va attendre quelques temps. Sinon, en attendant, moi, j'ai peut-être une dernière question. Comment est-ce que, du coup, avec toute cette expérience que tu as vécue, comment tu l'as retranscrit dans tes postes d'après, en fait? Comment tu as réussi? C'est quoi les grands apprentissages, les conseils de manière générale que tu donnerais à tous les PM dans le champ parti? Typiquement, c'est ne pas négliger la phase de discovery. Souvent, on est trop pressé pour commencer à développer. On est trop pressé voilà, pour lancer les premières user stories, les premières épiques, les premiers sprints. Il faut se donner le temps de bien tester. Et c'est pour ça que je dis toujours, hein, enfin, au final, il faut se créer les règles ou essayer de se créer des règles qui nous obligent à bien tester en amont. Et effectivement, je commence à voir les questions sur le chat. Effectivement, oui, il y aurait dû y avoir des alertes sur l'usage lors de la phase discovery, mais potentiellement, on n'a pas fait assez de phase discovery, clairement. Parce qu'on était trop pressé pour lancer, parce qu'on était trop pressé de montrer qu'on pouvait avoir un ROI, parce que l'entreprise, on était voilà, une équipe qui se créait, l'entreprise demandait voilà, d'avoir des résultats pour justifier notre existence. Raté. Je C'était pas sais avec plus celui-là. où je l'ai lu ou entendu, mais on m'a déjà dit 1 heure de discovery, c'est 10 heures de résolution de bugs ou de production épargnée, quelque chose comme ça. Je pense que. Exactement. Et c'est une phase, encore une fois, hein, que plus l'entreprise est technique ou centrée technologie, plus elle néglige cette phase. Ouais. Et c'est un danger. C'est un danger. Et c'est pas la bonne approche au final non plus. Parce que c'est quand on se rend compte que quelque chose ne va mal alors qu'on a déjà travaillé pendant 2 mois, bah, il faut tout refaire. Ouais, ça c'est nettement plus douloureux que. Exactement. Alors que changer quelque chose alors qu'on a des maquettes, c'est 5 minutes. Donc oui, c'est clairement le conseil, c'est passer beaucoup plus de temps dans la phase de discovery. Et surtout, après, c'est pareil, c'est aussi créer le bon contexte, le bon environnement pour que si on se trompe, on ne le vive pas comme la fin du monde. C'était aussi mon rôle, justement, et c'est le rôle que j'essaie de mettre en place, cette culture que j'essaie de mettre en place chez Cityscoot. Dire, bah, il faut qu'on teste, et si on se trompe, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on rebondisse, et surtout qu'on se trompe le plus vite possible en dépensant le moins possible, par contre. Je confirme et j'ajoute juste un truc. Effectivement, à toutes les personnes dans la salle qui sont confrontées à ces situations, une recommandation pour, si jamais vous cherchez à instaurer du discovery ou mettre plus de budget ou de temps là-dessus, faire comprendre à la direction ou en tout cas les personnes qui prennent la décision, in fine, que euh, mieux vaut échouer vite à peu de frais
plutôt que s'enfoncer en fait dans un développement parce que c'est les coûts, les sunk costs, j'ai oublié le nom de la théorie en français là, mais en fait plus on est dans le dur et dans un projet, moins on a envie d'y mettre fin ou de faire un rollback parce qu'on a investi déjà beaucoup trop. Bah, c'est toujours plus agréable de pivoter ou de mettre fin à une démarche quand on n'a pas investi beaucoup. Donc gros argument être plus flou. Voilà. À pousser, on est plus flexible si on n'a pas mis beaucoup avec la Discord. Voilà, j'espère que c'était concis et clair. Super. Bon, bah merci à tous d'avoir participé en tout cas à cet épisode du Bourbier. Merci César, c'était passionnant ces enjeux de Avec conversation plaisir. Et de discovery. Donc, on vous retrouvera bientôt pour un nouvel épisode dans quelques semaines. Très À bien. plus tard. Merci à tous. Au revoir.